C'est dingue. Alors, mais comment vous avez fait une recherche incroyable? C'est dingue. Tino Rossi, c'est mon enfance. Petit Papa Noël. C'est une des premières chansons que j'ai appris à chanter quand j'étais tout jeune. J'avais 3-4 ans. Michael Jackson, ça représentait un petit peu ces icônes intouchables qui faisaient partie de mon adolescence. Et ouais, c'est quand il y avait un concert de Michael Jackson qui était transmis à la télé, on mettait la télé dans la salle à manger. Je demandais un dîner spécial et tout le monde se mettait, la famille ensemble, et on dînait devant la télé. Buddy Holly, c'est une obsession à moi. Je l'adore. C'est quelqu'un qui, à mon avis, s'il n'était pas mort dans ce plane crash qui lui a tué, malheureusement, il aurait été une des personnes les plus importantes de la pop et de la rock américaine de sa génération. Barbara, c'est la représentation de la mélancolie, de la maîtrise de la voix, de l'élégance et le pouvoir du dosage. Non seulement dans son interprétation de ses propres chansons, mais aussi dans ses textes et la poésie tendue de ses textes. C'était une très grande interprète et auteure-compositrice. Donc pour moi, c'est la référence française. Il y a Gainsbourg, il y a Barbara. C'est la créativité. Je trouve que il y a beaucoup de créativité dans le monde urbain, dans le rap. Et A$AP Rocky était un des premiers où j'ai vu une performance à lui, j'ai vu un interview qu'il avait fait il y a des années. Je me suis dit, waouh, il est magnétique quand même dans sa manière d'expliquer ce qu'il fait. Donc, ouais, je suis un fan. C'est dur de dire pour qui vraiment j'attendrais pour acheter des billets. Eh bien, A$AP Rocky, c'est une de ces personnes. Richard Strauss, Die Frau ohne Schatten, la femme sans ombre. Ça, c'est la première opéra que j'ai chanté à l'Opéra Royal à Londres quand j'étais tout jeune. J'avais 9 ans. Et je me souviens toujours du moment où je suis monté sur la scène, un décor qui était dessiné par David Hockney, un grand artiste anglais. Et j'ai vu à Londres cette salle et j'ai été contaminé par ce virus que Cocteau appelait le virus rouge et or. Il disait que quand on a le virus, ça s'en va jamais. Et bien c'est vrai, je l'ai toujours. Je rentre dans un théâtre et j'ai le même sentiment. Pour moi, Peter Sellers, c'est une référence énorme. Il savait comment mélanger le second degré avec ce côté presque absurde. Et c'est pas trop intellectuel comme un sorte de Dionesco, c'est pas ça du tout. Et c'est pas surréaliste total, donc c'est pas dans la monstruosité des choses, c'est en toute délicatesse, il provoque tout. Il peut te faire rire, pleurer, il peut te faire réfléchir et revoir une situation différemment, mais surtout il est drôle, avec émotion et empathie. Et le côté cinématographique est une chose très importante pour moi parce que j'adore voir et écrire des chansons comme si c'était des petits films. J'imagine que quand j'écris un album, c'est une BO, c'est pas juste un album. C'est comme ça que je l'imagine. Tout l'album, tous les singles, vont avoir ce concept-là, la division. Comment trancher, faire des sortes de tranches qui interrompent un portrait de moi pour décrire une histoire. C'est pas kaléidoscopique, mais c'est comme un film. C'est comme si même dans une image, on rentre dans une image magnétique et qui raconte quelque chose qu'on pourra raconter pendant un petit film de 2 minutes, mais dans une image fixe. Ça, c'est le concept. Eh bien là, vous me connaissez bien. Si vous me posez des questions sur Mad Magazine, vous allez me connaître. Je suis un grand fan de Alfred E. Neuman, qui est ce personnage qui n'existait jamais, c'est pas vraiment une vraie personne. Il a été créé en 1956 pour la première fois, même si Mad Magazine date depuis pas mal d'années avant ça. Et je suis un collectionneur aussi des originales de Mad Magazine. Et la numéro 2, par exemple, et plusieurs d'autres sont dans mon salon, mais les gens ne savent pas ce que c'est. Et Alfred E. Neuman, c'est quelqu'un, même Obama, quand il fait des speeches, il parle souvent de Alfred E. Neuman comme un archétype, un archetype. Ça représente l'esprit des États-Unis
l'esprit à la fois pour y gâter, à la fois malin, à la fois playful, à la fois totalement diabolique. Cet esprit-là des années 50 aux États-Unis. Et pour moi, c'est un truc là, c'est un enfant terrible. Voilà. Ah oui, mais les profs, c'est drôle. Comment t'as su ça? C'est dingue. Mais c'est dingue. Alors, quand j'ai commencé à apprendre le piano, c'était à Paris, sur un piano blanc qu'on avait loué. Ensuite, la compagnie avait fait faillite et donc on a gardé le piano blanc. C'est sur ce piano-là que j'ai écrit Grace Kelly, Relax, We Are Golden, Underwater, plein de trucs. Le même piano qu'on avait transporté à Londres. Mais j'avais appris à jouer au début avec pas un professeur, mais deux professeuses, deux jumelles. Une qui s'assied d'un côté et l'une de l'autre. Une spécialiste de la main droite et une spécialiste de la main gauche. Elle mangeait des gâteaux, n'importe quoi, des biscuits. Elle buvait énormément de café noir. Et elles étaient des personnages. Cette photo parle d'un moment très particulier dans ma vie. J'étais viré de l'école et mon père est venu me chercher. Et il a dit exactement ce qu'il pensait devant tous les autres parents. Aux profs qui me posaient des problèmes à l'école. Et en sortant, j'ai regardé mon père et je lui tenais la main. Il y avait moi et ma sœur. Et je l'ai regardé en rentrant. On était en train de marcher à la maison. Et je venais de me faire virer de l'école. Et je dis alors, qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce que je vais être grondé à la maison? Il me regarde et me dit, mais non, tu ne vas pas être grondé parce que The Wicked Witch is dead. La mauvaise sorcière, elle est morte, qui est une chanson du Wizard of Oz. Et je me souviens toujours, on est rentré en chantant Hey ho, the wicked witch is dead. Mais comment vous avez fait une recherche incroyable? C'est dingue. Dans la première incarnation de ce film, c'était moi qui composais la musique. Et ensuite, un des producteurs qui travaillait dessus n'était pas sur le projet à la fin. Et j'ai même rencontré Hugh Jackman. Et je suis allé voir, et il m'a demandé de venir lui voir à des répétitions parce qu'il était en train de présenter les Oscars. Et donc j'étais dans sa loge pendant qu'il répétait les Oscars pour ce projet, et il voulait me parler de ce projet-là, The Greatest Showman. Et à la fin, les comédies musicales, pour moi, c'est toujours été, j'ai eu plusieurs offres, et pour moi, c'est toujours quelque chose un petit peu étrange. Je ne sais pas comment me mettre là-dedans. Le côté construit, eh ben, je trouve ça très difficile à vendre, à m'impliquer là-dedans. Je trouve que si je dois penser à une comédie musicale que j'adore, c'est West Side Story, parce que c'est de l'opéra. C'est un chef-d'œuvre. D'une version contemporaine, les chansons d'amour, avec la musique écrite par Alex Baupin, eh ben, ça c'est beau, parce que c'est fluide, c'est artistique, c'est pas juste du palabam et palaboum. Quand c'est trop faux, ça ne résonne pas en moi et je ne peux pas m'impliquer dans un projet comme ça. Donc un jour peut-être une comédie musicale. Pour l'instant, la vie réelle, elle est assez absurde pour moi. J'ai rencontré Annie Lennox pour la première fois quand j'avais 13 ans. Et parce qu'une copine de ma mère, qui était une très riche américaine, elle était une grande sponsor du Dalai Lama. Alors je me retrouve, je ne sais rien sur le Dalai Lama, je vais vous l'avouer. Aujourd'hui, oui, mais quand j'avais 12 ans, 13 ans, non. Et je me retrouve au 3e rang d'une conférence qui dure 3 jours à Londres, du Dalai Lama qui parle, qui donne un discours. Un énorme privilège, je reconnais ça maintenant, mais à 13 ans, non. Et je m'endors. Naturellement, je m'endors à une distance de 4 mètres du Dalai Lama. Et je me réveille avec le Dalai Lama qui est en train de me regarder, en train de rigoler, et toute la salle qui me regarde. Et bien sûr, dans cette zone assez VIP, il y avait des gens impressionnants. Il y avait l'ex-femme de Mick Jagger, il y avait Annie Lennox à côté de moi. Et bon, à la fin, j'étais tellement embarrassé, mais j'ai pris le courage à la fin de cette journée en sortant du théâtre et j'ai dit « Excusez-moi, mais Annie Lennox, est-ce que vous avez un petit peu de conseils pour quelqu'un ?» Elle m'a regardé,
Elle m'a dit « Oh, you're the sleeping boy. » Ah, toi, t'es le garçon qui s'est endormi. Je dis « Oui. » Elle dit « Écoute, la seule chose que je peux te dire, c'est que si vraiment ce désir de faire une carrière, de faire de la musique, ce désir, il brûle en toi, eh ben, il n'y a rien qui pourra éteindre ce désir. Alors suis ça. » Madame Patate, elle habitait en dessous de chez nous. Quand on est venu à Paris, mon père avait un beau job, qu'il a ensuite perdu. Mais quand il est arrivé à Paris, il avait un beau job. Et on avait un joli appartement dans le 16e, 5 à Square Lamartine. Et Madame Patate habitait en dessous de chez nous. Et souvent, spécialement les dimanches, il y avait beaucoup de sécurité qui arrivait dans notre immeuble. Et on s'est rendu compte que Madame Patate était la sœur de l'ex-président de la France. Et de temps en temps, l'ex-président de la France venait dans l'appartement, était aussi la mère du monsieur qui deviendra le ministre de la Culture en France. Et sauf que Madame Patate et nous, moi, mes sœurs, on avait un drôle de rapport entre nous. Et on faisait du bruit, elle portait plainte tout le temps. Mais quand on voyait la sécurité, parce qu'on avait du parquet dans l'appartement, eh ben, on mettait notre patinette, on disait ça, patin à roulettes, et on dansait en écoutant du flamenco ou n'importe quoi avec nos patins à roulettes sur le sol, sans tapis. Et Madame Patate montait en larmes, en nous suppliant de nous taire, parce que son frère était là et elle voulait déjeuner en paix. Et nous, on trouvait ça diaboliquement drôle. Madame Patate était Madame Mitterrand.